définit l'unité fonctionnelle, mais la notion de tissu, elle est souvent un petit peu plus complexe et elle est moins répandue dans le public, et donc je pensais que c'était intéressant d'y retourner. Alors il y a une discipline médicale dont vous avez probablement jamais entendu parler, qui s'appelle l'histologie, qu'enseigne aux étudiants en médecine l'organisation tissulaire. Donc j'ai la chance d'enseigner cette discipline à l'Université de Paris. Et c'est une discipline qui est importante, c'est une discipline fondamentale. On enseigne l'homme normal avant d'enseigner l'homme malade. Mais il y a le corollaire de notre discipline pour la pathologie, ça s'appelle l'anatomie pathologique. Et l'anatomie pathologique, aujourd'hui, c'est encore la discipline qui pose le diagnostic de certitude. Et vous savez que dans les maladies graves, comme dans le cancer par exemple, on va être amené à prendre un petit morceau de tissu tumoral, faire une biopsie, ou bien d'enlever la tumeur quand on peut le faire. Et cette biopsie, on va l'analyser au microscope. Et donc on va comparer les lésions qu'on voit dans le tissu malade ou tumoral avec le tissu normal, et c'est comme ça qu'on va poser un diagnostic. La médecine d'aujourd'hui, elle repose sur cette méthode qu'on dit anatomo-clinique, où on confronte la clinique, c'est-à-dire des symptômes, avec des lésions, des organes, et on pose un diagnostic. On ne fait pas ça pour la grippe, ou pour des maladies bénignes, on ne va pas biopsier le tractus respiratoire, mais pour les maladies graves, la loi de santé impose qu'on ait ce diagnostic de certitude, donc un diagnostic tissulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que les tissus? Les tissus, c'est très simple, c'est un ensemble coopératif de cellules différentes. Tous les mots sont importants. Un ensemble, ça veut dire qu'on n'a pas qu'un seul type cellulaire, on en a plusieurs, que ces différentes cellules, elles sont de nature différente, c'est très important, et qu'elles travaillent ensemble, elles sont coopératives. Donc, je vais prendre quelques petits exemples, et puis je vais essayer, avec une image de tissu ou un schéma d'un tissu particulier, de vous illustrer comment ça fonctionne, et puis aussi de vous montrer que tous ces tissus, même certains pour lesquels vous n'imaginez pas, sont particulièrement dynamiques et labiles. En permanence, les tissus dans notre organisme, même s'ils ne sont pas agressés par un processus pathologique, eh bien, ils se renouvellent, ils bougent en permanence, on fait des globules blancs, des globules rouges, et on fait plein d'autres types cellulaires. Alors ce schéma, il représente, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ce serait normal que vous n'ayez pas reconnu si vous n'êtes pas spécialiste, il représente la peau. Et la peau, c'est plusieurs couches de tissus différents. C'est une couche très superficielle qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme, c'est un épithélium, on va y revenir, parce que les épithéliums, c'est très important, ça borde les cavités de l'organisme, et c'est un rôle de protection. Et puis il y a une couche en dessous, qu'on appelle le derme. Dans cette couche, il y a les vaisseaux sanguins. Donc quand on se coupe pour que ça saigne, il faut aller, comme disait Mathieu tout à l'heure, jusqu'au derme. Il y a les annexes, il y a des poils, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, on va y revenir. Et puis en dessous, il y a encore une autre couche qu'on appelle l'hypoderme, avant d'aller s'accrocher sur les muscles. La peau, c'est un organe. La peau, ce n'est pas un tissu à proprement parler, c'est l'association de plusieurs tissus, le tissu épidermique, le tissu dermique, le tissu hypodermique. Et ça, c'est typiquement l'exemple de plein de types de cellules différents qui vont fonctionner ensemble. Okay. Alors si on commence, la partie la plus superficielle de la peau, l'épiderme, ce qu'on touche sur le haut de la main, premièrement, cet épiderme, il a des contraintes et il a une fonction très importante. La première fonction, c'est d'isoler le milieu intérieur par rapport au milieu extérieur. Il isole donc le milieu intérieur du milieu extérieur par rapport à plusieurs types d'agressions. La première sollicitation de la peau, quand on pose des questions aux étudiants en médecine, c'était le premier type de sollicitation que la peau va avoir ou que l'épiderme va avoir à supporter. Ils disent les infections. Pas du tout. La première sollicitation que la peau va avoir à gérer sont les sollicitations mécaniques. En permanence, la peau, elle est frottée, et donc si on avait une couche simple de cellules, on va y revenir, la peau serait en permanence à vif, et on se retrouverait dans le derme. Et donc du coup, on a une structure, une organisation de cellules, c'est quasiment un seul type de cellules, on va y revenir un peu plus en détail, on appelle des kératinocytes, et ces cellules, elles sont empilées les unes sur les autres, et plus on va vers la superficie, plus elles deviennent compactes,
Et dans la couche la plus superficielle, qui est ici en orange, qu'on appelle la couche cornée, qui est d'épaisseur différente selon les zones de la peau. Si par exemple, il y a beaucoup de sollicitations mécaniques, comme la plante des pieds, la couche cornée est plus épaisse, vous savez ça. Et là, cette couche cornée, c'est juste le résidu des cellules, c'est l'enveloppe des cellules qui ont perdu tous les éléments vivants à l'intérieur, qui sont quasiment déshydratés, et qui forment cet amoncellement, cette pile d'assiettes, qui protège la peau. Quand on serre la main de quelqu'un, on retire une petite partie de la couche cornée. Okay, on repart avec un bout de sa couche cornée. Mais par chance, on ne va pas plus loin et on ne part pas avec un bout de ces cellules vivantes. Alors cette couche épidermique, elle a la capacité de se régénérer, elle se régénère très bien. Hein, vous savez, quand on se fait une coupure, si on fait une coupure très superficielle qui ne concerne que l'épiderme, vous ne voyez pas de cicatrice. Une petite estafilade, il n'y a pas de cicatrice. Et si on va plus profondément, on va avoir une cicatrice qui va être liée à la réorganisation du tissu sous-jacent. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un tissu qui est beaucoup plus complexe, qui n'est pas un tissu de revêtement, donc qui n'est pas un épithélium, qui est un tissu de nature plutôt conjonctive, qui permet d'accrocher l'épithélium, donc le revêtement, aux structures plus profondes. L'idée, c'est que quand on serre la main de quelqu'un, premièrement, il faut résister à la contrainte mécanique, il ne faut pas que les cellules soient abîmées, d'où la couche de cellules mortes, mais il faut aussi que cette couche superficielle, cette petite peau superficielle, elle n'aille pas se détacher des structures plus profondes. Et ça, c'est le rôle du derme. Si vous avez des frottements excessifs au niveau de la peau, au niveau du derme, il va se former une cavité qui va se remplir de liquide, c'est les ampoules. Et ça va isoler pour éviter qu'on aille en permanence cisailler le derme et décrocher l'épiderme, la peau, le revêtement des tissus plus profonds. C'est un mécanisme de protection. Donc on va y revenir. Ça, c'est du tissu conjonctif qu'on dit plutôt banal, où les protéines de la matrice sont très importantes. Ce tissu, il est fait pour accrocher. Donc en permanence, il y a des amarres, des fibres de collagène. Il doit être élastique aussi, donc il y a beaucoup de structures élastiques. Et puis c'est un gel dans lequel il y a énormément de communication cellulaire, parce qu'il faut que les cellules aillent se promener pour aller gérer une réparation qui sera nécessaire dans l'épiderme, une infection. Et puis c'est une couche qui est importante parce qu'elle est nutritive, et c'est là où il y a les vaisseaux. Et enfin, donc on a un deuxième type de tissu, qui sont les tissus conjonctifs, et puis après on a des tissus qu'on dit spécialisés, et on va tous les passer en revue au travers d'un exemple. Par exemple, le tissu musculaire, c'est un tissu spécialisé, c'est un tissu qui est dévolu à la motilité. C'est le muscle strié squelettique qui permet de faire bouger mon bras, mais on va voir qu'il y a d'autres types de tissus musculaires, le cœur, le muscle lisse. Il y a un autre tissu très spécialisé qui est le tissu nerveux, qu'on retrouve partout dans l'organisme, pas seulement dans le système nerveux central, on va y revenir. Et puis après, il y a des tissus conjonctifs particuliers qui sont des tissus durs, l'os et le cartilage. Alors je vous propose qu'on aille spécifiquement faire des petites vignettes et qu'on essaie de voir comme ça quelques exemples de ces différentes structures. On a parlé d'un épithélium de revêtement, épithélium de protection mécanique, l'épiderme. On peut prendre un autre exemple. Donc ça, c'est l'épiderme en couche, avant de passer à un autre exemple, c'est l'épiderme à plus fort grandissement. Vous reconnaissez ici la couche cornée dont je vous ai parlé, hein, avec ces cellules qui desquament en permanence. Et puis ici, une organisation plus complexe avec différentes couches de cellules. Et puis une couche basale, la limite de l'épiderme, elle est ici, vous voyez. Ça, c'est le tissu conjonctif qui accroche l'épiderme. Et à cet endroit-là, eh bien, c'est plein de cellules souches. Je ne vais pas beaucoup parler de cellules souches aujourd'hui parce que Didier va vous en parler ensuite après le goûter. Et il attend avec impatience le goûter. Donc, je vais lui rappeler. Et donc, au niveau de cette couche basale de l'épiderme, eh bien, on a une prolifération des cellules. Elles prolifèrent, et puis elles montent. C'est pareil dans l'intestin. Et puis elles se différencient, puis après elles meurent. Et puis leur fin de vie, c'est la couche cornée. Okay. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres cellules. Sur ce schéma, il y a une petite cellule qui s'est infiltrée ici, qui ressemble à la cellule dendritique dont Mathieu parlait précédemment. Celle-là, ce n'est pas une cellule dendritique, même si on peut en avoir qui arrive à se balader dans la peau dans des conditions pathologiques. C'est une cellule qu'on voit plein de prolongements, qu'on appelle un mélanocyte. Et ce mélanocyte, c'est une cellule qui dérive du tissu nerveux, des crêtes neurales en particulier. Et elle est très importante parce qu'elle réagit aux UV, elle fabrique des pigments,
Vous connaissez, c'est le bronzage, le pigment s'appelle la mélanine, et puis ensuite, elle va donner des petits grains de mélanine à toutes les cellules voisines. Et du coup, toutes ces cellules se retrouvent protégées par rapport au stress des UV. Okay. Un sujet de couleur noire, il n'a pas de la mélanine dans tous les kératinocytes, mais il a plus de mélanocytes. Okay. Donc les gens de couleur noire, ils bronzent, et donc ils font aussi de la mélanine qu'ils vont donner dans les kératinocytes. C'est le même mécanisme. Okay. Alors, un autre exemple. Non, on va passer en revue, pardon. Je ne connais pas le déroulé de mes diapos, vous avez remarqué, donc j'ai été dévasté. On va passer en revue les épithéliums. On a l'habitude de définir ces épithéliums, en particulier par la fonction qu'ils ont. Et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intelligent, j'essaye que les étudiants en médecine l'apprennent comme ça, d'apprendre les épithéliums en fonction de ce à quoi ils servent, plutôt que là où ils se situent. Mais c'est lié, bien entendu. Prenons les voies respiratoires. À quoi donc les voies respiratoires, il y a une cavité aérienne. Qui dit cavité dans l'organisme dit épithélium, c'est obligatoire. On ne peut pas avoir de contact avec l'extérieur, même avec une cavité close, comme des vaisseaux sanguins, sans épithélium. La fonction des voies respiratoires, c'est à la fois une fonction d'échange avec le milieu extérieur, mais qui est très limitée dans la partie haute des voies respiratoires. C'est une fonction qui va consister à réchauffer l'air qu'on inspire, parce qu'il est hors de question d'inspirer de l'air à 4 degrés dans le poumon serait très abîmé à ce moment-là. Et puis, c'est aussi une fonction qui vise à débarrasser l'air qu'on inspire, en particulier dans les métropoles, d'énormément de particules. Donc dans cet épithélium respiratoire, vous allez retrouver des cellules qui seront moins nombreuses en épaisseur qu'au niveau de la peau, parce qu'on ne risque pas trop les abîmer, sauf dans les régions mixtes où on fait passer des aliments et de l'air, dans la partie profonde de la cavité buccale par exemple, où là on a aussi une sollicitation mécanique à chaque fois qu'on déglutit. Mais sinon, dès qu'on est dans une région qui est purement aérienne, là on retombe sur nos fonctions, réchauffer, donc beaucoup de vaisseaux. Vous faites une endoscopie, vous avez touché cet épithélium respiratoire, ça saigne au contact, parce que c'est très riche en vaisseaux. Et puis, débarrasser l'air qu'on inspire des particules. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique du mucus. Donc, il y a des cellules à mucus. Ce mucus est très collant. Il colle les particules. Et ensuite, il y a un escalator, qu'on appelle l'escalator mucociliaire. Les cellules, elles ont des cils. Et elles font remonter ce mucus collé de particules, de bactéries, de saletés, de ce qu'on veut, vers l'appareil, vers le carrefour oropharyngé. Et on déglutit ce mucus. On peut le cracher, comme on en a beaucoup. On sait très bien cracher. Il y a une génération qui a appris à ne pas cracher, mais il faut cracher parce que ça permet un petit message sanitaire au passage. Mais c'est cette organisation cellulaire particulière qui permet que l'air qui arrive à la partie la plus terminale, au niveau du poumon, de l'alvéole pulmonaire, soit chaud, humidifié et dépourvu de saleté. Prenons un autre exemple, au hasard, la vessie. Bon, la vessie, on pourrait se dire, c'est quoi la fonction de l'épithélium de la vessie? C'est une cavité dans laquelle il y a de l'urine. Bon, ça doit être un truc assez simple. Ben, pas tant que ça. Parce que la vessie, elle a une contrainte particulière, c'est que quand elle est pleine, il y a beaucoup de pression sur les cellules. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est pas très bon de mettre de la pression sur les cellules. Donc là, on a un épithélium qui est particulier, où on a des cellules qui sont complètement asymétriques, et elles ont une espèce de bouclier atomique, donc d'organisation de protéines à la surface, qui les rend très dures au contact de l'urine. Deux avantages. Premièrement, l'urine, c'est pas très isotonique, c'est pas comme le sang, il n'y a pas 9 pour 1000 de chlorure de sodium, donc ça pourrait abîmer les cellules à cause de la concentration en sel à l'intérieur. Et puis deuxièmement, quand la vessie est pleine, les cellules s'aplatissent, mais elles ne sont pas écrasées et elles ne vont pas éclater au contact de la pression. Ok? Bon, il y a plein d'exemples comme ça. Dans le tractus génital, par exemple, chez la femme, on n'a pas besoin de mucus, mais on a besoin de cils, des stéréocytes qui sont très mobiles et qui peuvent faire remonter le gamète fécondé de l'ampoule tubaire tout au bout de la trompe
vers l'utérus. Donc c'est un épithélium qui est dévolu à la mobilité, non pas à bouger lui-même, mais à faire bouger ce qu'il y a à l'extérieur. Alors je voulais vous donner un autre exemple, et puis vous parler un tout petit peu de pathologie. C'est celui-ci. Alors là, vous voyez, ça c'est la partie basale de l'épithélium, sur lequel s'accrochent les cellules. Tous les épithéliums, on parle d'un système nerveux central, s'accrochent sur une lame basale. C'est une espèce de structure protéique très complexe sur laquelle les cellules vont s'accrocher. Et puis vous voyez qu'on a un épithélium qui est fait de cellules qui sont très hautes. Et si vous regardez bien, à la fin du topo, vous êtes histologiste, hein, c'est un métier très simple. À la partie apicale de ces cellules, là c'est la lumière, à la partie apicale, vous avez cet énorme amas de protéines, qui ne prennent pas trop la coloration d'ailleurs, et qui font un énorme coussinet, comme ça, de mucus. Ça c'est du mucus à l'intérieur, et puis ce mucus il est clos. Vous avez une idée à quoi sert cet épithélium? Je vais essayer d'être finaliste. Est-ce que c'est un épithélium de protection mécanique? Ben non, c'est une couche de cellules. On a vu tout à l'heure que si on veut faire de la protection mécanique, il faut mettre plusieurs couches. Est-ce que c'est un épithélium qui est dévolu à la motilité? Non, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de cils, il n'y a pas de stéréocils. Non. Alors à quoi il peut bien servir? À quoi sert cet amas de mucus qu'on a à la partie apicale des cellules? Purification. Non, c'est pas au niveau des narines. Au niveau des narines, on l'a vu tout à l'heure, on est plein de particules. Alors il y a du mucus, mais ce mucus il est excrété, donc c'est des cellules à pôle muqueux ouverts, qu'on appelle les cellules calyciformes, alors que là il est fermé. Alors c'est un coussin, mais c'est un coussin pas mécanique, c'est un coussin chimique. Petite anecdote, quand on mange de la viande, certains mangent des tripes. Les tripes, c'est l'estomac des ruminants. D'accord? Quand la viande ou les tripes tombent dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? On a une protéolyse acide de ce qu'on mange. Donc on dégrade la viande en tout petits morceaux, en acides aminés ou en petits peptides, sous l'action conjuguée d'acide chlorhydrique. C'est l'acide chlorhydrique anormal, c'est hyper concentré, hein, ça débouche tout, sans trivialité, tout ce qu'on veut. Hein, okay? Plus des enzymes qui fonctionnent à pH acide. Comment voulez-vous que l'estomac lui-même, notre estomac, résiste à ça? Eh bien, les cellules, elles ont, au fur et à mesure du développement, certains disent c'est bon Dieu, mais peut-être aussi, je ne sais pas, on a mis en place cet énorme coussin qui lui est profondément basique, de protection, ça se fabrique en permanence, et puis ça fait un tampon, au sens chimique du terme, entre le milieu acide intragastrique et la paroi. Et du coup, on n'a pas d'autodigestion de la paroi gastrique. Okay? C'est quand même assez génial. Qu'est-ce qui se passe si on infecte notre estomac avec une petite bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori? Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est très répandue dans la société, on se l'échange entre contact interhumain ou avec les animaux. Et puis, Helicobacter pylori colonise l'épithélium gastrique et il tue, par l'inflammation, ces cellules épithéliales. Quelques-unes seulement. C'est vraiment un processus inflammatoire très lent, même si on fait une endoscopie, on ne le voit pas si facilement. À ce moment-là, vous avez une ou deux de ces cellules qui meurent, et puis vous avez une porte d'entrée pour l'acidification gastrique dans la paroi. C'est l'ulcère, exactement. Et quelle est la complication de l'ulcère? L'ulcère, ça fait mal. Cet épithélium, il n'y a pas de nerf, donc il n'y a pas de raison que ça fasse mal. Donc quand on a mal, on a déjà passé la lame basale, et l'acide va déjà attaquer la région sous-épithéliale, qu'on appelle le chorion de la muqueuse. Et puis la complication de l'ulcère, c'est l'hémorragie digestive, okay? Puisqu'à partir d'un moment, on passe le chorion, et puis on va attaquer les vaisseaux sanguins, et là ça saigne. Et puis si par malchance, cet ulcère performe une artère, là ça saigne sérieusement. C'est une cause de mortalité encore aujourd'hui, l'hémorragie digestive ou autre, on peut mourir d'un camion de saignement. Autre exemple d'un autre épithélium, alors on va revenir sur cette photo tout à l'heure, ça c'est un vaisseau sanguin, c'est un vaisseau sanguin de gros calibre, c'est une artère, qu'on appelle une artère de distribution, c'est pas l'aorte, l'aorte elle a une particularité,
c'est que juste au sortir du cœur, le cœur c'est une pompe qui envoie des à-coups. Okay, ce n'est pas une pompe à flux continu. D'accord? Mais ensuite, on a besoin d'avoir une pression sanguine qui est continue pour avoir un réseau vasculaire alimenté. C'est pas moi qui l'ai cassé. En permanence. Et donc, il faut qu'on passe d'un flux pulsatile à un flux continu. D'accord? Et bien, quand on coupe l'aorte, cette partie intermédiaire sous-épithéliale, on va revenir sur l'épithélium ensuite, cette partie sous-épithéliale, elle est faite de fibres élastiques, c'est un ressort. L'aorte se dilate, et puis ensuite restitue progressivement l'énergie, et donc va transformer ce flux pulsatile en un flux continu. Et au sortir de l'aorte, vous commencez à avoir une pression artérielle qui est moyenne. Alors qu'avant, vous savez, vous avez systolique, diastolique, la pression haute, la pression basse. D'accord ? L'épithélium, au niveau des vaisseaux, ben, tout va bien en termes de contraintes. Il y a un peu de pression, ça dépend selon les endroits, mais on est parfaitement contrôlé au niveau pH, on est parfaitement contrôlé au niveau qui circule. Mais on a besoin, peut-être pas dans cette artère-là, mais dans des plus petites, ou dans les capillaires par exemple, de faire des échanges. Et du coup, les cellules épithéliales, plutôt que d'être hautes, avec du mucus, des cils ou ce qu'on veut, elles sont particulièrement fines pour favoriser les échanges. Et plus on va loin dans l'arbre vasculaire, quand on arrive au niveau des capillaires, où là il y a tous les échanges sanguins entre l'intérieur du sang et les tissus, la partie profonde des tissus, là on a une couche qui est micrométrique. Une cellule, on l'a utilisé tout à l'heure, ça fait à peu près 10 micromètres en taille moyenne, en diamètre. Là c'est mis sur le côté et c'est moins d'1 micromètre d'épaisseur. Et alors, l'exemple le plus paradigmatique, c'est celui-ci. Ça, vous avez une idée? Qu'est-ce que ça peut être? Tout ce qui est blanc, c'est de l'air. Ça, c'est le poumon. C'est le poumon au niveau distal, au niveau du sac alvéolaire. Alors là, c'est très compliqué parce qu'il faut la couche de cellules épithéliales. Je vous ai dit, c'est obligatoire. Contact avec l'extérieur, l'épithélium, c'est obligatoire. Donc on a une couche de cellules épithéliales. Cet épithélium, je vous ai dit qu'il était toujours accroché sur une structure protéique qui s'appelle la lame basale. Et puis de l'autre côté, il faut que l'air qu'on inspire, l'oxygène et le gaz carbonique, passent dans le sang d'un côté ou un autre. Et donc rebelote, nouvelle lame basale et puis nouvelle épithélium. Et donc là, on est au niveau d'une différenciation la plus fine possible. On est à moins d'1 micromètre d'épaisseur, 0,5 à peu près, au niveau de la cellule. Là où elle a son noyau, il n'y a plus d'échange, parce que le noyau prend trop de place. Les deux lames basales sont fusionnées. Et puis la cellule endothéliale, la cellule du vaisseau de l'autre côté, pareil, elle a réduit au minimum son épaisseur pour que les molécules d'oxygène et de CO2 passent sans souci. Okay, et cet échange gazeux, il se fait qu'à cet endroit-là, qu'au niveau du sac alvéolaire. Il ne se fait pas ailleurs. Il ne se fait pas dans les bronches, par exemple. Parce que là, l'épithélium, il est trop important. Ce n'est pas sa fonction. Donc voilà, en quelque sorte, je pense que pour les épithéliums, ce que je pouvais vous dire, alors il y a une autre particularité, c'est qu'il y a tout un autre type d'épithélium, qui ont des épithéliums qui ne sont pas des épithéliums de revêtement, ils sont des épithéliums parce qu'ils bordent des cavités, mais ils ont comme fonction la sécrétion. Donc ces épithéliums, ils vont fabriquer des protéines qui sont excrétées vers l'extérieur, donc dans des cavités ou bien dans le sang. Dans des cavités, ça s'appelle des glandes, ça fabrique les sucs digestifs, ça fabrique le mucus, par exemple, ça fabrique certaines hormones. Et puis, dans le sang, c'est tout le champ des hormones. Donc les hormones, elles sont fabriquées par ces cellules épithéliales, et puis elles sont déversées dans la vascularisation, au niveau de l'hypophyse, au niveau de la surrénale, au niveau de... Le foie, par exemple. Le foie, c'est une glande mixte, qui est à la fois exocrine, qui fabrique la bile, qui sert pour la digestion, et puis endocrine, il fabrique des hormones qui servent à la régulation du fer, j'en passe. Okay, donc épithélium glandulaire. Alors je l'ai dit, épithélium, et puis sous les épithéliums, on a le tissu de soutien qu'on appelle le tissu conjonctif. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt pour ce tissu. C'était censé être un tissu qui collait les autres. On s'était beaucoup intéressé à l'organisation des épithéliums, à leur polarité et tout.
Et puis à un moment donné, on s'est dit, ces tissus conjonctifs, ils ont quand même un rôle particulier, en particulier parce qu'ils supportent la communication des cellules et des cellules de l'immunité. Donc, on l'a vu tout à l'heure pour le derme. Si je reprends un autre épithélium, alors celui-ci c'est l'épithélium respiratoire, hein, cellules ciliées, plus cellules caliciformes à mucus ouvert qui fabriquent le mucus, c'est l'escalator mucociliaire. Si on regarde en dessous, là on est au niveau d'une bronche par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accrocher cet épithélium à l'armature de la bronche, qui sont des muscles, les muscles qui se contractent, ceux qui sont responsables de la crise d'asthme par exemple. Et puis, quand la bronche est très grosse, il faut qu'elle reste ouverte, il ne faut pas du tout qu'elle se ferme. Et à ce moment-là, il y a une armature en cartilage, rigide. Okay. Et donc, l'épithélium, il est accroché à ces structures profondes, musculaires et cartilagineuses, par ce tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif, il a comme particularité d'avoir plus de matrices, plus de protéines qui forment l'organisation, que de cellules. Donc, il faut que vous l'imaginiez comme un gel très hydraté, dans lequel les cellules se baladent, en particulier les cellules de l'immunité, et dans lequel vous avez un réseau d'amarres, j'en parlais tout à l'heure, fibres de collagène qui accrochent l'épithélium aux muscles, fibres élastiques qui font que tout ça peut quand même se déformer, vaisseaux sanguins, très nombreux vaisseaux sanguins, et puis ici quelques cellules de réserve, comme du tissu adipeux, de la graisse. Ça, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif banal. Donc, fonction, soutien, on accroche l'épithélium à ce qu'il y a en dessous, et puis, fonction, c'est l'autoroute de la communication cellulaire. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un endroit où les cellules sont à l'aise pour se balader. Okay. Et à côté de ça, on a d'autres tissus conjonctifs, qui sont des tissus conjonctifs dits spécialisés. L'un d'entre eux, François Bernardin n'est pas dans la salle, mais il a une connaissance historique plus importante que moi de l'histologie. Je ne sais pas pourquoi ça fait partie des tissus conjonctifs, mais c'est parce qu'on ne savait pas où le mettre ailleurs. C'est le sang. Le sang, c'est un tissu liquide. C'est un tissu parce que ça répond à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, des cellules qui sont diverses, qui travaillent ensemble, et qui sont multiples. Donc là, je vous ai mis un frottis. Ça, c'est pas un frottis de sang. Parce que si je vous avais mis un frottis de sang, il y aurait eu 99,9% de globules rouges, et puis une petite cellule, un petit globule blanc dans un coin. Donc j'ai triché, et je vous ai mis un frottis, je suis honnête alors je vous le dis, je vous ai mis un frottis de moelle osseuse, qui ressemble un petit peu au sang, dans lequel on voit les globules rouges, parce qu'il a été prélevé un peu à la hussarde probablement, et puis dans lequel il y a des cellules, des polynucléaires, dont parlait Mathieu tout à l'heure, des lymphocytes, des cellules de plus petite taille, des plasmocytes, qui fabriquent des anticorps, et puis des cellules un peu immatures, comme celles-ci, qui vont donner après des globules rouges quand elles se seront débarrassées de leur noyau. Vous savez que les globules rouges, c'est des sacs d'hémoglobine, ça reste des cellules, mais elles n'ont plus de noyau, puisqu'en fait, leur fonction, c'est juste d'attraper l'oxygène. Et donc, on a au maximum essayé de rentabiliser le système, on s'est débarrassé du noyau, et on n'a fait que des sacs d'hémoglobine. Donc, deux fonctions, amasser l'oxygène dans l'hémoglobine, et puis deuxième fonction, être capable de se déformer, puisque un globule rouge, ça fait entre 5 et 7,5 micromètres de diamètre, mais les capillaires, ça fait 3 micromètres de diamètre. Donc eux, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont en permanence à se déformer. Et c'est parce que les capillaires sont très petits que quand ils se déforment dans ces capillaires, ils y passent du temps et les tissus, de l'autre côté de la barrière, sont capables d'extraire l'oxygène. Sinon, ça irait trop vite dans les grosses artères. Il n'y a pas d'échange d'oxygène. On n'a pas le temps d'extraire l'oxygène de l'hémoglobine. Donc le sang, c'est un tissu conjonctif particulier. Et puis ensuite, il y a d'autres tissus conjonctifs. Il y a les tissus dits hématopoïétiques. Ça, c'est le ganglion dont parlait Mathieu tout à l'heure. Alors ça, c'est un endroit incroyable puisque c'est une zone de rencontre entre un flux, le flux lymphatique, avec les cellules présentatrices de l'antigène dont il parlait, qui vont remonter le flux lymphatique. Et ils arrivent ici, dans ce carrefour, qui est le ganglion. Et le ganglion, ici, reçoit la vascularisation lymphatique. Et puis, dans la partie profonde, il reçoit la vascularisation sanguine, avec les cellules de l'immunité. Et c'est là que se monte la réaction inflammatoire. Okay, vous savez bien, hein, stimulation, on a la grippe par exemple, on a une contamination aérienne supérieure par le virus. Ensuite, la lymphe va drainer les particules virales par les cellules dendritiques vers les ganglions. On va surtout avoir des ganglions ici, il n'y a pas de raison d'avoir des ganglions inguinaux ou des ganglions
de mieux quand on a une infection respiratoire haute. Et là, dans ces follicules, donc ça répondait à la question de tout à l'heure, comment ça se passe? Eh bien, c'est la bonne rencontre, le bon antigène, le lymphocyte qui avait déjà vu cet antigène, qu'on appelle lymphocyte mémoire, les deux se rencontrent, et il y a une prolifération, et vous la voyez, la prolifération là. Ici, vous avez une zone plus claire. Ici, vous avez une zone périphérique, et là, vous avez une zone plus claire. Donc ça, c'est un ganglion qui était pathologique, on le sentait. Okay, et ça, c'est la zone où les cellules prolifèrent. Et celles-ci vont donner ensuite des plasmocytes qui vont fabriquer des anticorps. Tout ça va repartir dans la circulation. Donc le tissu hématopoïétique, c'est du tissu conjonctif. Et puis, il y en a d'autres que j'adore, en particulier un. C'est celui-ci. Alors ça, c'est de la moelle osseuse. Il y a du gras, des cellules adipocytaires. Il y a des progéniteurs du sang, puisque dans cette moelle osseuse, on fabrique toutes les globules blancs et les globules rouges et les plaquettes. C'est à l'intérieur des os qu'on fabrique tout ça. Et puis, il y a ce tissu conjonctif dur, qu'on appelle le tissu osseux. Et alors, on a plein d'idées fausses sur le tissu osseux. On considère habituellement que l'os, cet os-là, l'os des os longs, ou l'os des os courts, c'est le squelette du fond de la salle au lycée, c'est-à-dire quelque chose de très statique et pas du tout vivant. Mais vous savez bien que ce n'est pas le cas, parce que premièrement, ce tissu, il a la capacité de réparation. On peut se faire une fracture et réparer. Il a une capacité de croissance qui dure très longtemps dans la vie, jusqu'à la puberté, que nous, adultes, nous avons perdu. Mais c'est aussi un tissu très labile, parce que premièrement, c'est la réserve de calcium de l'organisme. Et le calcium, c'est une molécule très importante pour la communication entre les cellules, mais aussi pour la contraction. On va y revenir tout à l'heure avec le muscle. Donc la réserve de calcium, elle est dans cette matrice calcifiée. Et c'est un tissu qui est en permanence en train de se construire et se déconstruire. C'est une parfaite adaptation au monde extérieur. Quand on a de l'arthrose, c'est parce qu'on a des pressions mécaniques sur l'os qui fait que l'os se déforme. Parce qu'au fur et à mesure, les tendons se sont déformés, les muscles se sont plus ou moins atrophiés, et donc là, l'os réagit, et réagit à ces contraintes mécaniques. Si on change du tout au tout de façon de se chausser, par exemple, il y a de très jolies études là-dessus, si on met des baskets pendant des semaines, et qu'ensuite on met des chaussures à talons, eh bien toute l'organisation osseuse dans l'os des membres inférieurs, en quelques jours, va changer. Les lignes de force vont être complètement différentes. C'est pas la même chose de marcher à plat, de marcher comme ça. Okay, pas seulement pour les muscles. Les muscles et l'os communiquent beaucoup pour répartir en fait toute l'organisation, tout le poids qu'on a sur cette structure rigide. Donc c'est pas du tout quelque chose de statique, c'est quelque chose de très très dynamique et qui bouge en permanence et qui est construit et déconstruit. On le construit avec des cellules en bordure, ici, qu'on appelle les ostéoblastes. Ces ostéoblastes, ils fabriquent la matrice extracellulaire. Donc autour d'eux, ils mettent des protéines et du calcium et des cristaux. Okay, et puis, ils se retrouvent prisonniers de leur boulot, puisqu'au fur et à mesure qu'ils ont fabriqué la matrice calcifiée, ils se retrouvent emprisonnés dans une espèce de sarcophage rigide. Vous les voyez là, à l'intérieur des logettes. Okay, et puis de l'autre côté, je ne sais pas s'il y en a sur cette image, peut-être un ici, de l'autre côté, l'os, il est détruit, il est résorbé. Et donc ça, on passe notre journée à fabriquer de l'os et à le détruire. Du coup, ça fait du calcium qui se promène, parfaitement contrôlé. Si on a besoin de plus de calcium, on va détruire plus d'os. Et si on détruit plus d'os d'un côté, on va envoyer des signaux nerveux et on va construire plus d'os de l'autre côté. Okay, il y a un autre exemple de tissu conjonctif solide, c'est le tissu cartilagineux. Je n'ai pas voulu, dans le temps qui est imparti, aller sur ce tissu. C'est un tissu très intéressant, le tissu cartilagineux. C'est un tissu qui est très fragile, puisque c'est un tissu qui a de faibles capacités de régénération. Quand on abîme le cartilage, habituellement, on a du mal à le refaire, en particulier chez l'adulte. Mais c'est un tissu qui est très important dans le développement, puisque c'est le précurseur de l'os. Dans les enfants, quand ils grandissent, ils ont entre la tête de l'os et la partie longue d'os une tranche de cartilage, qu'on appelle le cartilage de transition. Et ce cartilage, dans le cartilage, les cellules ont la capacité de proliférer et de se multiplier énormément. Et c'est ça qui forme la base de l'os. Et quand ce cartilage de transition se ferme,
se soudent à ce moment-là, sous l'influence des hormones sexuelles. À ce moment-là, c'est la puberté qui se termine et on ne grandit plus. Okay. Et après, c'est fini. Les os ne vont pas grandir en hauteur. Ils vont continuer à se remanier dans tous les sens, mais pas en hauteur. Alors, autre exemple, on va aller de plus en plus compliqué. On était dans des tissus qui avaient une organisation très simple. Vous avez vu qu'initialement, l'épithélium, c'était juste un protège vis-à-vis de l'extérieur. Et puis ensuite, on a commencé à aller dans des tissus où on avait un rôle métabolique. Là, l'os, dernièrement, on a parlé de son rôle absolument capital pour le métabolisme du calcium. Et puis là, on va rentrer dans un cadre qu'on aime beaucoup, en particulier Didier et moi, un tissu qui est un peu notre tissu de prédilection, les tissus musculaires. Donc le tissu musculaire, c'est un tissu, ce sont des tissus, puisqu'il y a 3 grands types de tissus musculaires, qui sont dédiés à la motricité. Alors la motricité, ça veut dire plusieurs choses. Spontanément, il nous vient la motricité volontaire, celle qui est commandée par le système nerveux central volontaire. Donc on commande le mouvement, c'est le mouvement des bras, des jambes, le mouvement du tronc, le mouvement de la langue. Et ça, c'est des muscles particuliers qu'on appelle muscles striés squelettiques. Ils sont accrochés au squelette et ils font bouger des parties de membres. Okay. Il y a un autre type de muscle strié qui est le cœur, le muscle du cœur, muscle strié cardiaque. Alors celui-là, il est strié parce que les protéines qui contractent les cellules, elles ont la même organisation à l'intérieur de l'appareil contractile. Mais vous savez que le cœur, il n'est pas sous la commande du système nerveux volontaire. Il est sur la commande d'un autre système nerveux qu'on dit autonome. Le cerveau commande la fréquence cardiaque, mais on ne peut pas agir, alors peut-être qu'avec la méditation on y arrive, mais par des voies détournées, on ne peut pas agir directement, on ne peut pas dire tiens je suis stressé, je vais baisser de 20 points ma fréquence cardiaque. Et enfin on a un autre type de tissu musculaire, là j'insiste beaucoup sur les interactions avec le système nerveux, parce qu'on va voir que c'est capital, qui sont les tissus musculaires lisses. Ça c'est complètement indépendant de la volonté. C'est des tissus musculaires qui se contractent plutôt lentement, mais qui font toute la mobilité des organes. C'est la mobilité intestinale, par exemple. Et vous savez, quand vous avez faim, votre intestin peut faire du bruit. Vous avez beau essayer de contrôler ça, c'est impossible. Donc c'est des cellules qui se contractent, parce qu'il y a de la mobilité intestinale, sous l'action du système nerveux, toujours, mais sans contrôle du système nerveux volontaire. Alors à quoi ça ressemble le tissu musculaire? Le tissu musculaire strié squelettique, c'est un tissu très intéressant. C'est le tissu de tous les superlatifs. C'est le tissu le plus abondant de l'organisme. On lui connaît aujourd'hui probablement un rôle métabolique très important. Je fais une parenthèse. On sait aujourd'hui que dans la maladie cancéreuse, quand on a une tumeur maligne, l'état du muscle est un indicateur direct du pronostic. Le patient qui a un cancer avec une fonte musculaire importante, il a un moins bon pronostic que celui qui garde une masse musculaire importante. Donc il y a probablement tout un rôle métabolique de ce tissu. C'est une énorme réserve en sucre. Okay, parce que toutes ces cellules, on va le revoir, elles sont très grandes et elles s'accumulent à l'intérieur de leur cytoplasme énormément de sucre et c'est la grosse réserve en sucre avec le foie de l'organisme. Donc dès qu'on a besoin d'avoir un supplément énergétique, parce qu'on va faire un effort, parce qu'on va être stressé, on va aller mobiliser le sucre initialement du foie, c'est très facile, mais ça dure quelques minutes, voire quelques heures au maximum, et ensuite, deuxième réserve, du muscle. Okay, alors c'est des cellules très longues, on a dit tout à l'heure 10 micromètres c'est la taille d'une cellule. Une cellule musculaire, elle fait la taille d'un tendon à un tendon. Donc dans le quadriceps, dans ce muscle-là, quand on est très grand, quand on est basketteur, la cellule peut faire 40 cm de long. Elle est formée de la fusion de milliers de cellules au cours du développement, et à l'intérieur, elle est pleine de protéines de contraction qui, quand on les commande, vont se contracter et donc faire réduire la taille de la cellule et du coup entraîner le mouvement. Le mouvement du quadriceps n'est rien d'autre que la diminution de la longueur du quadriceps. Du coup, ça tire sur les deux tendons et puis ça tire sur le relief osseux. Okay, ces cellules, elles ont comme particularité, et je pense que Didier en parlera tout à l'heure, elles ont leurs propres cellules souches qui sont résidentes, on appelle les cellules satellites, il y reviendra. Et puis, je vous l'ai dit, c'est une grande réserve métabolique.
Et ces muscles sont très différents selon les parties du corps. Il y a des muscles qui sont sollicités toute la journée, qui font par exemple la posture, les muscles paravertébraux de chaque côté des épines vertébrales. Ceux-là, toute la journée, ils se contractent. Ils ne se contractent pas très rapidement, mais ils sont très sollicités. Et donc ils ont un métabolisme plutôt lent, ils utilisent de l'oxygène et des mitochondries, alors que les muscles des membres, par exemple, chez quelqu'un qui va faire une épreuve, pas d'endurance, mais une épreuve de sprint, par exemple, ils vont se contracter très rapidement et vont avoir un métabolisme où ils vont utiliser plus, ils vont moins utiliser l'oxygène, par exemple. Donc c'est très variable selon les différentes régions de l'organisme. Muscles lisses, on l'a vu tout à l'heure, donc ces muscles lisses, c'est la même image d'une artère de distribution avec les cellules épithéliales qu'on appelle endothéliales ici, et puis toute cette couche qui là va entraîner le tonus des vaisseaux sanguins et leur permettre de se contracter pour réguler la pression artérielle. C'est la même chose au niveau des vaisseaux, du tractus digestif, c'est la même chose au niveau du tractus génital, c'est la même chose au niveau du tractus urinaire. Ce muscle lisse, il est très abondant et il joue un rôle très important sur toute la mobilité involontaire. Et puis, avant de passer au super tissu qui est le tissu nerveux, le muscle strié cardiaque. Le muscle strié cardiaque, il a une particularité, c'est probablement un des rares tissus de l'organisme qui n'a pas de cellules souches. Donc un des rares tissus de l'organisme qui a de très faibles capacités de réparation. Vous le savez, puisque c'est l'infarctus du myocarde. Alors tout le monde dit oui, mais l'AVC c'est aussi pareil, on n'a pas de capacité de régénération. Mais pourtant, on y reviendra, il y a des cellules souches dans le système nerveux, ça fait quelques années. Dans le tissu cardiaque, c'est encore débattu, mais on n'a pas identifié formellement de cellules souches. Okay. On sait qu'il y a des cellules qui peuvent reformer des vaisseaux, ça va aider à la plasticité post-infarctus, mais on ne sait pas refaire du muscle. Ce muscle, il est très important, les cellules, elles vont durer tout le temps de notre vie, et donc elles ne meurent pas et elles ne se renouvellent pas comme d'autres cellules. Elles sont très sollicitées dans la contraction. Et puis, ce qu'on n'a pas abordé jusqu'alors, c'est que ces cellules, elles communiquent entre elles, et elles communiquent entre elles par des petits canaux qui permettent à de l'influx électrique de passer. Cet influx électrique, il passe sous la forme de calcium. Okay. Et vous savez que les cellules cardiaques, elles vont se dépolariser, ça va faire la contraction cardiaque. C'est très organisé, et c'est l'organisation des cellules dans le cœur, au niveau de l'oreillette et au niveau du ventricule, c'est différent. Le système nerveux envoie des informations. On a initialement la dépolarisation, donc la contraction de l'oreillette, qui chasse le sang dans le ventricule, et ensuite le ventricule qui se contracte au niveau du cœur gauche pour aller à la crosse de l'aorte. Okay. Et ça n'est rien d'autre qu'une organisation de quelques fibres nerveuses, pas beaucoup, il n'y a pas de nerfs partout sur toutes les cellules, mais surtout d'une richesse en trous dans les cellules cardiaques qui font qu'entre elles, elles font passer des messages. Et qu'elles peuvent, à l'unisson, se dépolariser. Alors, dans les quelques minutes qui restent, je vais essayer de tenir mon temps pour qu'on ait du temps éventuellement sur les questions. Je voudrais qu'on parle du tissu nerveux. Moi, je suis neuropathologiste à mon service à l'hôpital Sainte-Anne. On ne regarde que des lames de système nerveux, du cerveau, de la moelle. On peut faire des biopsies de cerveau, de moelle, de nerfs. On les fait dans des cas qui méritent qu'on ait un diagnostic précis. Et donc, c'est le tissu que je regarde tous les jours au microscope. Et donc, j'ai une prédilection particulière pour celui-ci. Le tissu nerveux, c'est l'organisation de deux structures. Le système nerveux central, alors ça parle à tout le monde, on pense au cerveau. Le système nerveux central, c'est pas seulement le cerveau, c'est un truc un peu plus archaïque qui s'appelle le cervelet, dans la fosse postérieure ici, et puis c'est la moelle épinière. Okay. Ça fait le système nerveux central. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux central? C'est un tissu extrêmement développé, c'est un acquis évolutif incroyable, c'est le règne des mammifères, et puis ensuite ce développement-là, c'est le règne des primates, humains non humains. Et ce système nerveux central, c'est la commande de tous les processus qu'on a vus auparavant. La commande hormonale, la commande de la mobilité du muscle lisse, ou la commande de la mobilité du muscle strié, et aussi l'intégration de messages.
l'œil voit quelque chose, les cellules de l'œil reçoivent des messages, elles les intègrent sous la forme d'un courant électrique et elles envoient ça au système nerveux central. Si vous voulez, c'est l'unité centrale de l'ordinateur, le système nerveux central. Okay, je reçois des informations, c'est ce qu'on pianote sur le clavier, c'est l'œil, c'est la sensibilité, c'est des messages internes. J'ai une douleur à tel endroit, j'ai un message inflammatoire, donc j'ai un processus nociceptif, quelque chose de toxique. Donc ça intègre des messages de l'extérieur, ça les reçoit, pardon. Ça les intègre, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça les inhibe. Le système nerveux reçoit en permanence des informations, mais dans 99,9% des cas, il n'en fait rien. Il dit très bien, ok, je suis informé, mais je ne fais rien d'autre. Et puis de temps en temps, il donne suite. D'accord ? Il y a des exemples comme ça, et il donne suite sous la forme d'un influx nerveux, je vais y revenir. En permanence, on est sujet à des bruits. Là, il y avait de la musique, c'est pas un bruit très agressif, mais quand on passe dans la rue, à Paris, peut-être moins à Vincennes, enfin, dans certains quartiers à Paris, beaucoup, on est agressé par maintenant la trottinette qui vous passe dessus, la moto avec le pot d'échappement pourri qui fait un bruit d'enfer. Et ça, c'est une agression terrible. C'est un bruit qui vient directement dans le système nerveux en disant « Attention, il y a une moto qui me fonce dessus ». À ce moment-là, le système nerveux il intègre le bruit de la moto. Premièrement, il le seuille. Il dit c'est très bien, t'es parisien, donc tu arrêtes. La moto t'envoie tous les jours, c'est pas la peine de s'énerver, ça n'est qu'une moto. Okay, mais si on était un très jeune enfant, la première fois qu'on rencontre une moto, c'est un enfer. Parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est qui me tombe dessus. Et puis surtout, il va intégrer d'autres messages. Il va regarder, elle est où cette moto? Ah, elle est à 50 mètres. Pas de panique. Et du coup, la plupart du temps, aucune réaction. De temps en temps, on se dit attention, cette moto elle se rapproche de moi, le type a l'air fou, il va me rentrer dedans, et du coup, je génère un message, et à ce moment-là, commande nerveuse, je la reprends. La plupart du temps, je vous dis, on reçoit les stimuli et on donne la suite. C'est le plus vraiment du cerveau des primates et du cerveau humain. Le cerveau humain, en particulier dans la région préfrontale, il y a un gros tiers de notre cerveau qui est le cortex, c'est cette partie frontale. Et cette partie frontale, elle interdit, en gros, aux autres neurones de s'activer quand ils sont stimulés. Je dis aux étudiants en médecine, parce que de temps en temps, ils ont certaines tendances à l'endormissement, je dis quand vous voyez quelqu'un qui est à votre goût dans la rue, vous ne lui sautez pas dessus, si vous êtes socialement parfaitement adapté. Ça, c'est le cerveau frontal qui vous dit, tiens, j'irais bien avoir des relations un peu plus étroites avec cette personne, mais non, il y a de l'inhibition sociale, je sais me tenir et tout. Et donc les neurones du système nerveux central frontal inhibent les autres. Okay, il y a une maladie où on a probablement un défaut de seuil, comme ça, c'est l'autisme. Alors l'autisme, c'est une maladie très compliquée. Hein. Je crois que vous avez eu une très jolie conférence il y a quelque temps sur l'autisme. Non? Je me suis mélangé. L'autisme, c'est une maladie avec plusieurs formes. Il y a des formes avec retard mental, des formes sans retard mental. Mais ce qu'on pense aujourd'hui être un des éléments déterminants dans le cerveau de l'enfant autiste, c'est cette variation de seuil. Les colères, vous savez, qui sont ces espèces d'événements extrêmement classiques qui se déclenchent de temps en temps pour rien, elles viennent souvent de ça, une espèce d'agression. L'enfant ressent une agression que tous les autres ont déjà seuillé et ont mis dans le domaine du normal. Et donc, on considère que le cerveau autiste est en permanence stimulé et il a tendance à donner suite à ces stimulations. Donc ça, c'est le système nerveux central. Okay, et puis ensuite, il y a le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est quasiment que du câblage. Donc c'est des grands câbles électriques qui vont relier la commande ou la réception aux effecteurs. Et les effecteurs, c'est les muscles, c'est les glandes, c'est autre chose. Et ça, c'est de longues cellules. C'est une partie des neurones. Je vais dire un petit mot des neurones pour conclure, qui rejoignent les régions centrales aux régions périphériques. Alors, la cellule de base du tissu nerveux, et puis je vais parler surtout d'elle, quasiment exclusivement d'elle, c'est le neurone. Le neurone, c'est une cellule qui est très très spécialisée, c'est le modèle le plus spécialisé de la cellule, même si on a vu avant que la cellule musculaire était quand même très spécialisée.
c'est une cellule qui a comme fonction de faire du courant électrique. Okay, ou des hormones, pour certaines d'entre elles, mais je laisserai ça de côté. La plupart du temps, cette cellule, elle reçoit de l'information, on l'a vu tout à l'heure, je reçois le stimulus auditif, elle intègre cette information au niveau, ici, du corps cellulaire, et puis de temps en temps, elle donne suite. Et elle donne suite sous la forme d'un courant électrique. Et le courant électrique, c'est une dépolarisation de la membrane, on change de potentiel de membrane, parce qu'on fait bouger des ions, sodium-potassium. Et puis comme on est très grand, et qu'au cours de l'évolution, on a acquis en taille, on a eu besoin de gagner beaucoup de temps. Et si on veut aller très vite dans la communication électrique d'un endroit A, donc d'un premier neurone à un deuxième neurone, ou d'un neurone à un muscle, on doit soit augmenter la taille de cette partie qu'on appelle l'axone. C'est pareil en électricité. Si vous voulez conduire beaucoup d'électricité, vous avez des câbles électriques avec du cuivre de plus ou plus gros diamètre. Okay. Et ça, on ne peut pas le faire, nous, parce que sinon on aurait des nerfs énormes. Le calamar fait ça, par exemple. On a des calamars géants, mais les calamars géants, ils ont des nerfs avec des axones, comme ça, qui sont géants. On les voit à l'œil nu. Donc ça fait 0,2 micromètres de diamètre. Okay. Alors, nous, on a trouvé, au cours de l'évolution, en particulier dans le règne des mammifères, un certain nombre de méthodes pour gagner du temps. Et l'une d'entre elles, ça a été d'isoler ce très long câble électrique avec des manchons isolants. Et le courant électrique, au lieu de passer de proche en proche comme dans un fil de cuivre électrique, eh bien, il saute de nœud en nœud. Vous voyez que cette région, elle est dénudée d'isolant. Aussi, vous avez un très long fil électrique, mais plutôt que le courant il passe par le cuivre, vous avez des toutes petites régions de cuivre entre les isolants. Et vous faites sauter le courant électrique comme ça. Et ça, c'est magique, parce qu'il vous faut quelques millisecondes pour rejoindre le cortex moteur, ici, au niveau frontal postérieur, aux muscles les plus distaux, donc plusieurs centimètres de long, voire plusieurs mètres, du pied ou de la jambe, pour presser la commande de frein de la voiture et pour ne pas rentrer dans la voiture. Vous savez que ça met très peu de temps. Entre le moment où on va recevoir l'information visuelle et puis le moment où on va actionner la pédale de frein, c'est quelques millisecondes. C'est lié en particulier à cette organisation cellulaire et à ce qu'on appelle le courant saltatoire, donc ce courant qui saute de nœuds de Ranvier, de ces régions en nœuds de Ranvier. Alors tout ça, c'est un neurone. Mais tous ces neurones, ils sont interconnectés entre eux dans un réseau extrêmement complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas modéliser les neurones de notre système nerveux. On pense que c'est différent selon les individus, d'autres disent que c'est probablement pas si différent que ça selon les individus. On sait qu'en fait, c'est très sujet à des environnements particuliers. Je donne un exemple. Dans la population générale, on considère environ qu'on a 60% de droitiers, 40% de gauchers. Okay. Dans cette salle, il n'y a pas 40% de gauchers. Okay. Mais si je faisais une IRM à tous, à chacun d'entre vous, pour regarder où est le langage qui n'était que d'un côté, on retomberait bien sur ces chiffres de 40% de gauchers. Ce cerveau, il est très plastique. Ce cerveau, il s'adapte au cours du développement aux contraintes extérieures. Par exemple, dans notre société occidentale, le monde est un monde de droitiers. La poignée de porte, elle est faite pour les droitiers. Okay. Les couverts, ils sont utilisés par des droitiers et on apprend à des enfants, ben regarde comment tenir ta fourchette et ton couteau. Une paire de ciseaux, c'est fait pour le droitier. Le gaucher avec une paire de ciseaux, il est quand même très embarrassé, et ça ne marche pas. Et donc, ça fait que quand on a des zones du cerveau comme ça qui sont un peu pas parfaitement définies, eh ben, elles vont s'organiser et puis elles vont faire un peu comme on ordi. Cette plasticité cérébrale, elle vaut tout au long de la vie. Parce qu'il y a des cellules souches dans le cerveau, je l'ai dit tout à l'heure, et ces cellules souches, elles sont en particulier très importantes pour les processus de mémorisation. Faire de la mémoire, c'est faire des nouveaux neurones qui vont avoir la capacité de faire des petites cartes qui mettent de façon physique dans le cerveau les informations qu'on apprend. C'est pour ça que la mémoire, ça se travaille. Il faut les stimuler, ces neurones. Il faut apprendre des choses en permanence, parce que sinon, on a moins de production de ces neurones. Voilà, je finis juste par vous dire, alors dans le système nerveux, il n'y a pas que les neurones, il y a plein d'autres cellules de soutien, c'est une cellule très compliquée, hein. Elle est incapable de faire quoi que ce soit par elle-même, ni même d'aller chercher les glucoses dont elle a besoin pour manger, elle ne se nourrit que de ça exclusivement.
mais même le glucose, elle n'est pas capable d'aller chercher dans la vascularisation. Donc il y a une espèce de majordome du neurone, type majordome anglais absolument parfait, qui s'appelle l'astrocyte, qui régule tout, le milieu extracellulaire, j'apporte le glucose, j'apporte les protéines quand tu es malade, enfin, tout ça c'est très organisé. Il y a les cellules qui fabriquent l'isolant, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les oligodendrocytes. Mais tout ça pour vous dire que cette organisation est très complexe, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, on ne sait pas exactement, on n'est pas capable de faire des cartes de nos différents neurones et de savoir comment ça marche. On a l'IRM fonctionnel, on voit des régions qui s'allument, mais on n'en est pas encore, même avec les super microscopes qu'on a vu tout à l'heure, même avec des approches très complexes, à être capable de savoir exactement comment ça fonctionne. Voilà. Je suis juste pour vous dire que c'est très important aujourd'hui de considérer les tissus, parce qu'il y a un peu une révolution de la thérapeutique qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle la médecine régénérative. Jusqu'alors, on avait comme médicament pour soigner des maladies, on arrivait un peu après la bataille, déjà quand la maladie était développée, vous savez qu'on fait très peu de médecine préventive, c'était un vrai problème. Et surtout, on a comme arsenal de médicaments, des médicaments qui vont tuer les cellules tumorales, par exemple, tuer un virus, et tuer en particulier les cellules qui hébergeaient ce virus. Et aujourd'hui, on commence à penser autrement la médecine, et se dire on va réparer les tissus quand ils seront endommagés. Et donc c'est ça, la médecine régénérative, c'est d'utiliser des cellules souches pour recréer du muscle, je passerai la parole après le goûter à mon voisin, c'est essayer de réparer les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en allant mobiliser les cellules souches qu'on a dans notre cerveau, c'est refaire de la matrice parce qu'on a l'ésophage qui est abîmé, donc on doit refaire en imprimante 3D une structure de collagène. Et ça, c'est aujourd'hui une vraie révolution de la médecine, mais qui est déjà en train de se mettre en place. Voilà. Merci Fabrice Cotillard.